Vous êtes au forum social selling aujourd'hui. Quel est le but pour vous de participer à ce type de forum? En fait, moi, ça fait depuis le début que je suis là et que je participe en tant qu'intervenante. C'est vraiment pour pouvoir partager, échanger avec les autres sur comment utiliser les réseaux sociaux, comment être sur LinkedIn, etc. Donc ça va être vraiment pour pouvoir partager des expériences et des bonnes astuces. D'accord. Pour vous, c'est la même logique peut-être ou c'est différent? Oui, alors moi, Karine de Maison, ça va faire, c'est le premier salon auquel je participe grâce à Chloé Aka qui m'a invitée parce qu'on intervient sur une prochaine offre reverse mentoring et je suis là aussi pour découvrir en tout cas le secteur social selling, partager aussi des expériences. Moi, ça fait un petit moment que je suis sur les réseaux sociaux avec un blog, avec un compte Twitter, LinkedIn, Facebook et voilà, j'aimerais savoir comment optimiser en tout cas l'ensemble de ces réseaux pour vendre du service, pour transmettre des informations. Et justement, vous nous parlez de reverse mentoring pour ceux qui ne connaîtraient pas de quoi il s'agit, parce qu'il y a aussi un salon où on vient de découvrir un petit peu les nouvelles choses. Si vous pouviez nous l'expliquer en quelques mots. Alors, je vais laisser Chloé la primeur nous expliquer le service. Donc en fait, le reverse mentoring, ça va être de l'apprentissage inversé, en français c'est dit comme ça. C'est vraiment le fait de laisser la parole aux jeunes et la possibilité donc à des juniors de former des seniors sur tout ce qui est usage des technologies. Au début, ça a été utilisé un petit peu avant les années 2000. C'était notamment au niveau de General Electric que ça a été utilisé parce que le patron d'époque ne comprenait pas comment utiliser ces nouvelles technologies et donc il avait demandé à des jeunes de l'entreprise de venir le voir, il les avait convoqués et donc il leur avait demandé cash de leur faire le cours directement. Donc c'est des vieux qui font appel aux jeunes, concrètement, si on le met dans des mots simples, des vieux qui font appel aux jeunes pour se former et être au point sur les outils modernes d'une certaine manière. Sur des outils, parce que souvent c'est les jeunes qui sont vraiment à l'aise avec ces outils parce qu'ils les utilisent énormément quotidiennement, c'est eux qui passent le plus de temps en fait dessus chaque jour, donc c'est pour ça en fait que c'est pour donner cette approche là où vraiment ça va être le jeune qui va former une personne qui n'a pas l'habitude d'y être. Et quels sont les défis justement? Et comment ça se passe cette formation sur le terrain pour ces grands patrons, ces grands responsables? En fait, sur le terrain, on essaie de créer déjà des binômes où il peut y avoir une affinité, où le courant peut bien passer. Et donc on travaille vraiment par binôme, par petite équipe, pour pas que, si vous voulez, lorsqu'il y ait des grosses réunions, le manager ou le dirigeant a l'impression qu'il va y avoir des jugements de valeur par rapport aux autres dirigeants qui l'entourent, aux autres managers qui l'entourent, et ne va pas oser poser des questions, oser se dévoiler, oser dire voilà, oui, en effet, j'avoue, il y a des choses que je connais pas, je sais pas trop comment utiliser les réseaux sociaux, est-ce que je devrais partager ce type d'informations ou plutôt ce type d'informations? Et donc c'est vraiment pour casser toutes ces barrières et faire en sorte qu'il y ait vraiment un échange et pas un cours en fait, que ce soit vraiment une discussion bienveillante sur tiens, regarde, tu peux faire des choses comme ça, et où ce soit pas un discours moralisateur, casseur qui peut mettre le manager dans une situation où il se dirait au secours, je suis pas, ce que je fais c'est horrible, je suis pas du tout d'actualité, et donc qu'il soit déstabilisé et qu'il perde de confiance en lui. Cette génération Y voire Z finalement, comment elle perçoit ça sur le terrain, d'aller rencontrer finalement les grands patrons des plus grosses entreprises dont on rêve, dont on parle sur internet seulement, et puis ils vont les rencontrer d'un coup du jour au lendemain? Comment ça se passe? Moi je ne parlerai pas du tout de génération Y ou Z, j'ai horreur de cette catégorisation, de ce stéréotype. De se dire qu'un jeune il est comme ci, il est comme ça, il est forcément à l'aise avec les outils, c'est pas forcément le cas. Il y a des personnes qui sortent d'école qui ne connaissent pas du tout les outils, qui ne connaissent pas les usages. Donc je préférais plutôt parler de compétences plutôt que d'âge jeune, senior, parce qu'à chaque fois ça met vraiment dans des cases, c'est très français aussi. Et donc non, l'idée c'est plus de détecter qui peut être mentor avec les compétences sur les usages des réseaux sociaux et qui veut progresser ou développer des compétences sur ce sujet et faire justement les binômes comme a expliqué Chloé. Et l'idée c'est aussi de faire un pilote, de prendre un service ou un département avant de le déployer sur toute l'entreprise pour justement démontrer que ça fonctionne et ensuite ça se diffuse petit à petit à toute l'entreprise. L'idée c'est vraiment de faciliter, on va dire, cette culture du digital au sein de l'entreprise. Il y a une culture française là-dessus particulière ou est-ce que c'est la même chose dans
tous les pays du monde et que ça s'applique un peu comme un modèle type? En fait, en France, on a beaucoup de mal à sortir des codes et vraiment à être soi-même, à sortir du côté, il faut porter un costume, il faut avoir telle posture. Il y a un côté très hiérarchique en fait qu'on n'arrive pas vraiment à casser et ça crée vraiment une distance et ça empêche les générations déjà de parler entre elles. Et c'est dommage parce que ça peut apporter, un jeune peut apporter vraiment des idées nouvelles, des points de vue totalement différents parce que il n'a pas du tout les mêmes ouvertures, le même quotidien. Et donc ça peut créer de nouveaux projets totalement innovants. Et c'est dommage parce qu'en France on se bloque un petit peu dans ces stéréotypes et dans des postures en fait qu'on pense qu'il faut qu'on garde en fait, parce que sinon on va être mal jugé par la hiérarchie, etc. Et que c'est notre rôle de mettre des distances et d'agir de telle façon, alors qu'on pourrait agir tout à fait naturellement et casser toutes ces barrières. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret, par exemple, d'une expérience qui s'est remarquablement bien passée justement à ce niveau-là, où tout le monde, chaque génération s'est retrouvé autour de la table et a vraiment porté un beau projet avec des beaux résultats à l'issue? Moi j'ai un exemple dans mon ancienne entreprise, où en fait les collaborateurs sont déjà extrêmement engagés dans le projet, parce que c'est un projet sociétal, mais n'avaient pas forcément l'usage des réseaux sociaux pour partager les actualités par exemple, ou même leur vie dans l'entreprise. Donc ça s'est fait à contrario, c'est-à-dire qu'il y avait la partie engagement mais il n'y avait pas la partie digitale, et l'idée c'était de former en fait l'ensemble des collaborateurs sur finalement comment je crée mon compte Twitter, qu'est-ce que je raconte, comment je le dis, qu'est-ce qu'il est possible de faire, qu'est-ce qu'un retweet, etc. Enfin vraiment tous les usages, toutes les pratiques autour de Twitter, et ça a très très bien fonctionné de ce côté-là, puisque les salariés se sont vraiment emparés du sujet, et ça a commencé vraiment à avoir un impact, notamment sur le nombre d'abonnements au compte de l'entreprise. Donc ça a plus que doublé, donc on partait de très très bas et ça a permis d'avoir une influence à l'extérieur, et ça c'est un exemple assez probant je trouve en termes d'engagement. Mais il y avait déjà à la base un attachement très fort à la marque employeur, et ça c'est important. S'il n'y a pas l'attachement et le fait qu'on se reconnaisse dans la marque employeur, les collaborateurs ne vont pas vouloir forcément diffuser à l'extérieur ce qu'ils vivent au sein de l'entreprise. Très bien. Dans l'avenir, des grands projets peut-être? Oui, en fait actuellement on va lancer donc à partir de janvier des brainstorming digital. Donc ça va être sous forme d'atelier en fait à la direction des CODIR, pour intervenir donc directement en entreprise et faire un état des lieux au niveau de comment est-ce que sont perçus les réseaux sociaux et comment est-ce qu'ils sont utilisés au quotidien, et en fonction de chaque problématique d'entreprise, d'apporter des solutions avec soit du reverse mentoring, soit des personnes qui font donc partie de notre équipe qui vont pouvoir intervenir soit sur des problématiques de personal branding au niveau du management, soit vraiment d'employé advocacy sur un point de vue vraiment général au niveau de l'entreprise. Et donc on va créer ça à partir du mois de janvier. Et vous estimez à combien à peu près les entreprises qui ont déjà fait cette transformation, ont déjà réussi cette transformation en tout cas, et celles qui ne l'ont pas faite encore en termes de marché peut-être? En France c'est difficile à évaluer parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se disent totalement transformées, alors qu'au final au quotidien ça ne l'est pas réellement, parce que c'est toute une culture en fait d'entreprise qu'il faut changer. Donc ça se fait sur le long terme en fait. On peut pas dire tiens on a fait des ateliers pendant un mois, ça y est on est une entreprise transformée, on est totalement digital. C'est vraiment tout un changement culturel, de position et personnel au sein de l'entreprise qu'il faut changer. Donc ça se fait vraiment sur long terme, donc c'est difficile en fait d'évaluer parce que il y a énormément d'entreprises qui se disent transformées alors qu'au quotidien ça ne l'est pas forcément. Eh bien, bon courage à vous pour la suite de vos projets. Merci en tout cas d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. Merci beaucoup.